Bien, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aline Sêtre. Aline Sêtre, elle est orthophoniste, mais elle présente bien des points communs. Elle a beaucoup de points communs avec nous, enfin, puisqu'elle est aussi chanteuse, elle chante du jazz et surtout, elle a mené un travail très très pertinent, très fin et très acharné aussi autour de la voix, puisqu'elle a rééduqué essentiellement les troubles de la voix parlée, et que elle a fait ça avec beaucoup l'outil qui est sa préférence, c'est-à-dire la méthode Alexander. Non, 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 La non. méthode Feldenkrais. Ah, Oui, le lapsus. c'est pas grave, c'est pas grave. La méthode Feldenkrais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, elle fait beaucoup de choses. Elle forme des orthophonistes, elle dirige des mémoires universitaires et elle forme aussi les orthophonistes. Voilà. Donc, on va lui laisser la parole. Bonsoir, bonsoir chacun, chacune. Pour l'instant, je vois surtout des chacunes. Je sais pas s'il y a des chacun qui se sont connectés. Euh, oui, alors merci, merci Corinne de m'avoir conviée à ce moment avec vous. Euh, comme elle vous l'a expliqué, je le fais parce que je suis passionnée par toutes les questions autour de la voix parlée, la voix chantée. Et ça a été, j'ai tout depuis, enfin surtout depuis 25 ans, parce que je connais la méthode Feldenkrais depuis 35 ans. Je la pratique depuis 35 ans. J'ai fait de nombreux stages. Donc mon formateur principal, c'est François Combeau. Peut-être certaines d'entre vous le connaissent. Euh, donc j'ai fait une formation longue avec lui et j'ai aussi pratiqué avec d'autres personnes. J'ai aussi pris beaucoup de cours de chant dans ma vie, des cours de chant lyrique, des cours de chant jazz. Ça c'est plutôt sur ces dernières années parce que c'est un peu c'est mon goût et ma référence. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. En tout cas, c'est ce que j'aime chanter. Alors moi, je chante rarement en public, hein. Je suis pas du tout une chanteuse professionnelle. Je me situe pas du tout comme ça. Voilà. Et donc, je suis venue à cette méthode Feldenkrais. J'ai toujours eu un intérêt pour la voix et pour tout ce qui était le lien entre le corps, la voix et la psyché et le langage. J'ai d'ailleurs failli être psychomotricienne. J'avais réussi le concours aussi en même temps que le concours d'orthophonie. Et puis au bout du compte, ben, j'ai réussi à tout rassembler. Et quand j'ai connu la méthode Feldenkrais, ce qui m'a beaucoup plu par rapport à ce que j'avais appris dans ma formation initiale, je dois dire que j'avais peu appris parce qu'on n'est pas très très bien formé si on ne prend pas le temps de se former de manière complémentaire et de manière sérieuse. Quand on a juste un diplôme, encore maintenant, hein, même si maintenant c'est un master, à mon époque c'était pas un master, mais voilà. Et alors pourquoi la méthode Feldenkrais? Parce que ce qui m'a beaucoup plu, c'était que je trouvais qu'on pouvait tout à fait venir avec cet outil sans pour autant demander à la personne de laisser à la porte tout ce qu'elle connaissait par ailleurs. Hein, c'est-à-dire que chacun vient avec son expérience, ses qualités, quelquefois aussi ses dysfonctionnements, des connaissances déjà, parce on a tous des acquis, des connaissances, et puis on a des propositions qui sont des propositions sans qu'on vous montre l'exemple. Ça, pour moi, c'est très important. Euh, et ça permet aussi que la personne se remette dans une situation d'apprentissage et d'exploration qui est très proche de celle qu'on a pu avoir quand on était enfant. Hein, c'est-à-dire que on n'est pas du tout passé par des méthodes explicatives alors bien sûr, l'enfant apprend par imitation beaucoup, hein, avec l'oreille, avec aussi ce qu'il voit, mais il est tout le temps en mouvement et tout le temps en relation avec l'autre et dans une situation où les choses se font comme ça très, très naturellement. Donc, au fond, cette méthode nous remet dans cette position d'apprenant, dans une position aussi de curiosité et de présence, de grande présence aussi, hein. C'est l'avantage de cette méthode. Alors, c'est une méthode qui se pratique beaucoup allongée.
parce que quand on est allongé, on n'a pas à gérer tout ce qui est poids du corps. Et il y a aussi un autre énorme avantage, c'est que ça permet la concentration, ça permet de déposer les tensions, et ça permet aussi d'être dans un état qui est un état parfois semi-hypnotique, un petit peu entre deux, et qui fait qu'on apprend, non pas par les voies volontaires, hein, ce qui est plutôt la situation que vous connaissez en, dans un cours de chant. Enfin, c'est un peu limitatif de le dire comme ça dans un cours de chant, parce qu'en plus, quand on pratique un art et quand on fait de la musique, on est bien au-delà de quelque chose de volontaire. On est traversé par toutes sortes d'émotions. Mais en tout cas, quand on est en Feldenkrais et qu'on travaille allongé, on est dans cette situation un peu hypnotique qui fait on est baigné par les indications qui sont proposées et toutes sortes de mouvements qui vont être proposés, qui doivent se faire sans effort. C'est toujours au minimum d'effort. Donc, on est toujours à la recherche du juste équilibre, hein. Et au fond, c'est ce qu'on recherche aussi dans le geste vocal, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. La voix, c'est vraiment un équilibre, hein. C'est un équilibre entre ce qu'on va envoyer comme souffle, la qualité de souffle qu'on va envoyer, entre le degré d'accollement des cordes vocales, hein, aussi la tension ou pas que l'on va mettre dans l'accollement des cordes vocales, et puis ensuite un équilibre avec tout ce qui se passe au niveau des résonateurs et des articulateurs. Ça, je pense que vous savez, tout le monde sait ça, hein. Et quand ces trois forces sont à l'équilibre, le, le son, la voix, qu'elle soit parlée ou chantée, va pouvoir s'émettre sans difficulté, hein. Et surtout, sans effet à plus ou moins long terme ou avec la répétition, sans effet délétère de forçage ou de surmenage. Voilà. Donc, on cherche ça, si vous voulez, la situation de cette méthode, hein, les expériences qui sont proposées dans cette méthode. Alors, on est souvent allongé, mais on peut tout à fait travailler assis, hein. Corinne, on a une amie commune, Corinne, hein, que tu connais bien, Mathilde, qui est en train de se soigner actuellement pour un cancer qui est assez grave. Et là, je suis allée la voir deux fois et on a refait des séances complètement. J'ai tout transposé assis parce qu'elle peut absolument pas être allongée, hein. Et bien des fois, j'ai fait travailler des personnes assis aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aussi vous proposer une séance où vous serez assis, assise, hein. Dans la voiture, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, vous verrez comment ça peut marcher, hein. Alors, en tout cas, quand on est allongé ou même quand on est assis, l'idée, c'est déjà de faire de redescendre un petit peu le niveau des tensions, de tout ce qu'on peut avoir dans la tête, tout ce qui nous encombre du quotidien, hein. Parce qu'évidemment, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc on est avec tout notre vécu et il s'agit de trouver un état de présence, hein, pour commencer à chanter surtout, hein, ou à être, là je parle plutôt de la voix professionnelle, hein, ou des gens qui sont comédiens. Et puis, alors donc, ensuite on a ces expériences et on va venir faire travailler des endroits. Alors, si on veut travailler pour la voix, on va choisir des séances qui vont être plus directement en lien avec tout ce qui est nécessaire pour le geste vocal. Donc, évidemment, on pourra travailler sur la respiration. On va pouvoir travailler sur la posture avec, en particulier, des mouvements du bassin, par exemple, et de la colonne vertébrale. On va travailler aussi sur la liberté des suspenseurs laryngés, hein, pour que l'oscillateur laryngé soit le plus libre possible. Donc, on va pouvoir travailler sur toutes sortes de mouvements autour de la ceinture scapulaire, autour aussi de la mâchoire, de la langue. Et puis ensuite, on va travailler directement sur les résonateurs, donc avec la langue, avec le voile du palais, le palais et les lèvres. Le pharynx aussi, pharynx, larynx. On va pas faire tout ça ce soir, hein. Ça sera un gros programme. Ce soir, on fera juste une expérience autour de la respiration. Je vous en reparlerai voilà, tout à l'heure. Voilà. Donc, la méthode Feldenkrais, c'est une méthode qui peut se pratiquer soit en groupe, donc la personne qui dirige la séance
va la proposer à un groupe, on peut aller, je veux dire, ça peut être un groupe de 5 personnes jusqu'à plusieurs dizaines de personnes, sans problème. Hein. Alors, c'est mieux si on n'est pas un trop grand groupe pour que l'animateur puisse bien repérer et redonner des consignes en fonction de ce qu'il voit. Et puis, ça, c'est la partie qu'on appelle prise de conscience par le mouvement. Hein. Alors, prise de conscience, c'est une traduction une assez mauvaise traduction de l'anglais, parce qu'en anglais, ça s'appelle awareness. Et awareness, c'est plus l'attention. Hein, l'attention, la présence à soi, que vraiment la prise de conscience. Que la prise de conscience, ça nous remet dans quelque chose d'un petit peu volontaire. Or, vous devez savoir que, comme moi, que le trop volontaire, c'est un peu compliqué. Il en faut, mais voilà, mais pas trop. Donc ça, c'est une partie de la méthode. Ça, c'est la partie de la méthode en groupe qui s'appelle prise de conscience par le mouvement. On peut le pratiquer aussi en individuel, juste avec des directives verbales. C'est ce que j'ai fait dans tout le temps où j'ai travaillé beaucoup en rééducation vocale avec les gens, les personnes que je recevais. Et puis, il y a une autre partie de la méthode qui est une partie qui s'appelle l'intégration fonctionnelle, qui se pratique en individuel par le toucher. C'est-à-dire que, alors c'est pas, le praticien va installer la personne sur une table de massage, mais beaucoup plus large qu'une table de massage, pour qu'elle puisse bouger, tourner sur elle-même s'il le faut. Et puis, avec ses gestes, va induire des mouvements, va induire surtout une sorte de compréhension et de faire des liens entre les chaînes musculaires et articulaires et, et tous les os du corps. Hein. En Feldenkrais, on parle beaucoup aussi des os, de la structure osseuse. Voilà. Parce que la structure osseuse, c'est du solide, c'est notre charpente. Et les muscles, c'est là où c'est plus délicat. Il en faut bien sûr, hein, quand on est vivant en mouvement. Bien sûr qu'on a des muscles, mais il ne faut pas que ça soit trop contracté ou trop investi, ni sous-investi non plus. Hein. Il ne s'agit pas d'être complètement ramollo et complètement décontracté quand on parle ou quand on chante. Donc voilà, ça c'est les deux parties de la méthode, si je veux être un petit peu systématique quand je parle de cette méthode. Et puis, alors pourquoi je suis allée vers cette méthode quand j'ai voulu vraiment me lancer dans le travail de la voix avec les personnes? Parce que ce que j'avais appris dans ma formation initiale, qui était essentiellement avec Monsieur Lehuche à Paris, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Alors il est encore en vie, hein, mais maintenant il a je crois, 95 ans maintenant. C'était lui qui a fait qui a édité des précis sur la voix, qui était très connu à Paris, un petit peu moins en dehors de Paris, parce que à Lyon en particulier, il y avait l'école lyonnaise avec Guy Cornu, que vous avez peut-être connu aussi, qui a fait ce que sais-je sur la voix, qui est très très bien, qui a été réédité plusieurs fois et qui est très très complet et très précis. Hein. Alors, ce que j'avais appris dans ma formation initiale, d'abord, ça me paraissait très rudimentaire et surtout, ça me paraissait très mécanique. Hein, c'est-à-dire, il y avait la respiration abdominale, mais c'était presque un dogme où finalement on pouvait se retrouver à pousser beaucoup sur le ventre, hein, ou être dans une exagération de ces mouvements du ventre. Il y avait aussi l'idée d'une posture qui était une posture un peu rigide. Euh, alors ça a eu du sens à une certaine époque, et je ne sais pas vous ce que vous en pensez, peut-être dans la discussion tout à l'heure vous me direz, mais enfin, en tout cas, on voit bien maintenant quand on va à l'opéra, hein, je dis surtout à l'opéra où il y a des mises en scène, on voit bien que tous les chanteurs sont capables de chanter dans n'importe quelle position. C'est fini de chanter, enfin, ou presque. Je vois qu'il y a des têtes qui sont un peu, qui dodelinent. Non, mais quand même, on n'est pas raide comme un piqué sur le devant de la scène, en tout cas. Hein. Il peut y avoir des aménagements, il peut y avoir. Donc, c'est bien qu'on fait autrement. Hein, c'est que on a trouvé des manières de faire pour que justement le larynx en particulier et les suspenseurs du larynx restent libres, hein, et qu'on arrive à respirer quelle que soit la position. Voilà. Euh, donc,
Donc c'est dans ce contexte, et puis il y avait aussi l'idée de, oui, de quelque chose de très mécanique et très, très modélisant. Alors j'ai commencé à chercher à droite, à gauche, et puis jusqu'au moment où j'ai rencontré, je l'ai invité à faire une formation, François Combeau, hein, pour un groupe d'orthophonistes. Et à ce moment-là, j'étais tout à fait conquise, et avec deux raisons qui m'étaient tout à fait personnelles. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'est peut-être vous y retrouverez aussi. C'est qu'à ce moment-là, j'avais un petit garçon qui avait 2 ans, et donc j'avais participé à un week-end où on avait fait toutes sortes d'explorations autour de la bouche, tout plein de mouvements, etc. Et je rentre chez moi et je vois mon petit garçon qui était en pleine phase d'apprentissage du langage et qui était au-delà du babil, hein, déjà. Puis je voyais qu'il continuait à faire toutes sortes d'expériences avec sa bouche, hein. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est malin. Ça me paraît vraiment, oui, oui, ça me paraît correspondre à un apprentissage naturel, hein. Et puis, j'allais refaire un séjour aux États-Unis et donc je vais, 2 jours après, je vais prendre un cours de conversation américaine parce que je voulais reprendre des cours en arrivant aux États-Unis. J'arrive à mon cours d'anglais et après ces 2 jours de travail, ma bouche faisait beaucoup mieux que d'habitude ce que j'entendais. Vous voyez, c'est-à-dire que la boucle audio-phonatoire s'est mise à fonctionner beaucoup, beaucoup mieux. Et parce que c'était délié, parce que mais tout ça, ça s'est fait sans que j'envoie aucun signal volontaire. Ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'approfondir et c'est comme ça que je me suis mis dans ce bain-là. Il y a une personne qui dit qu'elle n'entend pas. Tout le monde l'entend sinon? Oui, j'ai l'impression. Alors peut-être il y a de son côté quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, Donc, je me suis formée et puis après, quand j'ai senti que j'étais prête, c'est-à-dire après 8 années à peu près de formation, bon, j'en ai fait d'autres des formations, hein. J'ai fait des formations aussi avec Benoît Ami de la Bretèque, j'ai fait des formations avec Guy Cornu, j'ai fait, voilà, et d'autres personnes aussi. Mais il y a un moment, je me suis sentie prête et j'ai démarré vraiment en recherchant une patientèle euh, qui soit vraiment dédiée à la voix. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ça se fait petit à petit. Il y a une reconnaissance qui vient petit à petit. Et sur la fin de mon exercice, hein, parce que là je viens d'arrêter mon cabinet là, au printemps. Sur la fin de mon exercice, je ne faisais que ça. Enfin, les 20 dernières années, je ne faisais que ça. D'accord? Donc j'ai acquis aussi une expérience avec vraiment toutes sortes de personnes, que ce soit des enfants relativement peu pour la voix, parce que si vous voulez que je vous explique pourquoi, je pourrais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas pour des enfants qui avaient des nodules, hein, ou des enfants qui avaient une voix vraiment cassée. Et puis beaucoup d'adultes, mais de toutes sortes, tout milieu, tous horizons. Et puis ensuite de plus en plus de professionnels de la voix, aussi bien des comédiens que des chanteurs, chanteurs de musique actuelle, chanteurs de jazz et chanteurs lyriques. Voilà. Et j'ai pu constater avec des cordes vocales saines ou avec des cordes vocales qui soient déjà modifiées, hein, que ça fonctionnait et que ça fonctionnait tout à fait bien en complément de ce que les personnes peuvent faire par ailleurs, soit avec vous, soit avec d'autres techniques. C'est-à-dire que ça n'était pas contradictoire, puisqu'on leur demandait pas de faire d'une manière ou oui, d'une manière. Hein, c'est ce qui différencie d'ailleurs de la méthode Alexander, si certains d'entre vous connaissent. La méthode Alexander est un tout petit peu plus modélisante, hein. Il y a l'idée d'une posture, il y a l'idée de... Alors tout dépend toujours des enseignants aussi, mais voilà. C'est... Après ça, donc voilà, j'étais jusqu'encore tout récemment, j'étais chaque fois assez bluffée des résultats qu'on pouvait avoir, hein. Sauf, je dirais, gros soucis au niveau des cordes vocales. Si par exemple un gros kyste, par exemple, ou une succession de petits kystes, ça c'est pas très très facile à enlever. D'abord, ça s'en va pas avec la rééducation. On peut s'y adapter, mais ça s'en va pas avec la rééducation. Bon, il y a des pathologies comme ça qui sont un petit peu plus embêtantes.
mais des nodules ou des polypes, voire même des sulcus, hein, ça peut arriver, ou des vergetures. On peut trouver ça aussi sur les cordes vocales. On peut tout à fait arriver à trouver une adaptation et que le geste soit satisfaisant, voire même pour le chant lyrique. Hein. Après, c'est du cas par cas. Hein, voilà. Et alors, l'autre restriction, c'est aussi quand la difficulté vocale est vraiment une expression symptomatique de tout à fait autre chose et d'un trouble, on va dire, d'une perturbation psychique ou émotionnelle forte, dont la personne a conscience ou pas conscience d'ailleurs. Hein, quelquefois, les personnes font des liens, quelquefois, elles n'en font pas. Et dans certains cas, ça peut être un petit peu plus résistant aussi. Mais l'avantage de la méthode Feldenkrais, c'est que elle va pas bille en tête s'occuper du symptôme en disant voilà, on va tout de suite produire la voix comme ci et comme ça. Hein, on tourne autour, si vous voulez. Voilà, on met en place les conditions pour que la voix puisse être émise plus facilement. Peut-être je peux m'arrêter un peu parce que je suis assez bavarde et puis vous laisser un petit moment déjà de questions si vous en avez déjà avant qu'on fasse notre expérience. Oui, moi j'aurais la question, quand vous travaillez avec quelqu'un qui a un peu des débuts de nodules, Oui, combien de temps ça peut prendre de les... voilà, enfin ouais. évidemment ça dépend, c'est très relatif. Ouais. Déjà, ça dépend de la taille des nodules, ça dépend si les nodules sont anciens ou pas anciens, Mm. hein, parce que quand ils sont très anciens, on dit d'ailleurs qu'ils peuvent être un peu enquistés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Euh, Après, s'il n'y a pas de grosses difficultés annexes, moi je dis, enfin, dans mon expérience et surtout là, sur toutes ces dernières années, avec une dizaine de séances, ça marchait plutôt bien. Mm. Hein. Voilà. Mais après, il y a des personnes, ça va aller plus vite. En général, dans mon expérience, au bout de 5 séances, 4, 5 séances, on commençait à entendre une différence dans la voix. Mm. Vous voyez, la voix qui remonte un petit peu en fréquence, Mm. qui commence à être un petit peu moins rauque, un petit peu moins soufflée. Encore une fois, ça dépend de la taille du nodule, hein, et ça dépend aussi de chaque personne. Mais Bien voilà. sûr. Mm. Ouais. D'accord, merci. Une autre question? Je vois que tout le monde a les micros coupés là, donc si. Et excusez, ça me paraît peut-être une question bizarre, mais on arrive à les faire complètement disparaître, les nodules, ou simplement Ah on oui, oui, apprend. complètement. Ah ouais, ouais. Complètement. Mais alors, il y a que l'examen de préférence phoniatrique plus qu'ORL qui pourra l'attester. Ok. Hein, parce que moi, je me méfie énormément de ce qu'on entend à l'oreille. Hmm. Parce que j'ai eu des expériences où, bon, en On particulier, triche. non, c'est pas ça, non, non, c'est pas ça. Bon, c'était pas une histoire de nodule, c'était quelqu'un qui avait une paralysie d'une corde vocale. Euh, C'était une paralysie qu'on appelle affrigorée, hein, à la suite d'un virus, d'une atteinte virale. Et puis, on a travaillé, et puis au bout de, je sais pas, peut-être combien de séances on avait fait, j'aurais pu bien me rappeler, pas tant que ça, je pense, peut-être aussi une dizaine, une douzaine. Et puis, quand on avance un petit peu, oui, on avait fait plus qu'une dizaine parce on avait fait des sons chantés avec le clavier, etc. Et je m'étais aperçue qu'elle avait 2 octaves dans sa voix. Hmm. Alors je me dis, c'est bon, la corde rebouge. Ouais, ouais. Elle a récupéré. Eh ben non, elle avait pas récupéré. C'était une compensation. Voilà, c'est Donc ça que je voulais dire. Pas voilà. tricher. Donc oui, ah oui, c'est ce que vous voulez dire par tricher. Ouais, ouais. Donc, et on peut jamais savoir. Hmm. On peut pas savoir. Il faut vraiment un examen pour être sûr. Enfin, on peut, pour être absolument sûr. Hein, vous, à l'oreille, bien évidemment, vous entendez plein de choses et puis vous captez plein de choses, mais Hmm. pour être sûr que tout est parti et que ça ondule bien tout le long de la muqueuse, il faut un bon examen. Hmm. Comment on peut savoir? Moi, j'ai déjà eu des élèves qui ont un peu la voix rauque, mais ça Oui, fait 30 ans que j'enseigne. Après, des fois, ils sont fumeurs et c'est pas forcément des nodules. Donc, quand je trouve que ça colle pas, enfin, que j'ai l'impression que les cordes vocales n'arrivent pas à coller adéquatement, je me dis, va falloir faire un examen.
Mais Bah, sinon, il vaut c'est mieux. rare. Voilà. Sinon, Ouais, c'est il rare vaut qu'on mieux a des parce que chanteurs avec des nodules quand même. C'est assez rare. oui, bah, il peut y avoir des petits œdèmes hein, quand même quand on est Ouais, fumeur. c'est ça. Mm. Un œdème, c'est pas tout à fait comme un nodule, c'est beaucoup plus sur la longueur de la corde et Mm. aussi c'est une sorte d'épaississement de la muqueuse hein, Oui. qui se met à et puis tout l'espace, ce qu'on appelle l'espace de Rhinque hein, ou de Rhinque qui est entre la Mm. muqueuse et le muscle et le ligament le ligament vocal qui joue plus son rôle, qui devient beaucoup Mm. plus rigide. Hein. Mm. Donc non, il faut un examen dans ces cas-là. Ouais. Et puis c'est sûr que quand on veut chanter, et surtout si on veut beaucoup chanter ou se destiner encore, quand on se destine à une carrière professionnelle, là, il vaut mieux arrêter de chanter quand même. De chanter, non, de Ouais, fumer. Voilà, Oui, c'est ce que je voulais dire. c'est ça, c'est ça. Pareil. Ouais. Alors moi, il m'arrive parfois, je travaille dans une maîtrise de jeunes filles Ouais. adolescentes. Il m'arrive parfois que les jeunes filles ont une voix parlée rauque et que je les adresse à un ORL enfin, la plupart du temps, c'est des ORL qu'elles vont voir. Et le ORL dit, ah ben non, il n'y a rien. Alors que moi, j'entends quelque chose qui Alors, colle pas bien et enfin les cordes qui collent pas bien, une rossité, une hum, montée dans l'aigu, enfin voilà. alors il y a deux, je peux vous faire proposer deux réponses. Soit on peut avoir une voix, ce qu'on appelle dysfonctionnelle ou une dysphonie avec des cordes vocales en parfait état et tout le système en parfait état. On peut même avoir une aphonie hein, Ah oui, psychogène ah oui, avec tout est en parfait état. Donc, ça, c'est alors, pour une voix rauque, on peut avoir une dysphonie avec des cordes vocales qui sont parfaites, hein, qui vont bien. Mais l'autre réponse que je vais vous proposer, c'est que vous avez pu avoir affaire à un examinateur qui n'examine pas parfaitement les cordes vocales. C'est-à-dire qu'il faut absolument un examen qui est couplé à la stroboscopie pour s'assurer de la bonne vibration de la muqueuse. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir de nodules et que les cordes vocales soient absolument rectilignes et magnifiques, rectilignes, voilà, comme ça, qu'elles soient rectilignes et magnifiques, et qu'en réalité, à l'intérieur, qu'il y ait des petits phénomènes de collement, enfin, comme pour un petit kyste ou un sulcus ou des histoires comme ça, et qui ne peut se voir qu'avec l'examen stroboscopique et avec des personnes qui savent examiner les cordes vocales. d'accord. Donc il suffit pas juste de regarder et de dire ah bah il y a. Non, non. Et quand on regarde, il faut regarder avec soit en fibroscopie nasale, soit en endoscopie rigide qui est en réalité le meilleur examen qui peut être couplé à la stroboscopie. Hein, la stroboscopie, pourquoi? C'est pour ralentir les mouvements de la muqueuse, sinon on Oui, voit pas à l'œil nu. Hein. ouais. Et maintenant, on commence à trouver des nasofibroscopes qui ont une, une, une stroboscopie couplée, mais c'est encore des machines qui coûtent très très cher, donc il y a très peu de phoniatres qui ont ça. Et les ORL encore moins. Et les ORL encore moins. Sauf les ORL passionnés, ça arrive. Il y a Oui, des ORL passionnés qui sont bien formés. mm, Mais faut savoir, faut avoir un petit carnet d'adresses, quoi. d'accord. Bah, on vous demandera votre carnet d'adresse. Oula, oui, oui. Ça, j'aime mieux le faire oralement. Je peux pas trop écrire parce que c'est pas très déontologique d'écrire. Oui, bah oui, oui, c'est difficile de Et puis trouver. en plus, vous êtes tous enfin, en tout cas, il faut chercher des phoniatres. Ouais. Il faut chercher des phoniatres. Là, c'est plus garanti. Mm, merci. Est-ce qu'il y en a qui hésitent à regarder les enfants, en fait, à examiner vraiment les... Oui, parce que c'est pas facile d'examiner les enfants. Ouais. C'est pas facile et effectivement, là encore, les phoniatres sont plus formés, sont mieux formés. Ou les ORL qui ont l'habitude des enfants. Hein. Mais il faut les mettre en condition, c'est sûr. Parce que je sais pas si vous-même vous avez déjà eu ce type d'examen, c'est que ce soit par le nez, ça rappelle un peu quand on faisait les tests Covid, hein, mais voilà. Euh, et par la bouche, il faut arriver, on vous demande d'ouvrir la bouche, de tirer la langue. Je vois Corinne qui fait des Ah gestes. ouais. Non, c'est peut-être pas pour ça. On vous demande d'ouvrir la bouche, de tirer la langue. On vous tient la langue avec un petit gaz, hein, hein, et puis on vous passe l'appareil. Et il faut arriver à, voilà.
Alors, quand on a déjà travaillé, en revanche, quand on a déjà travaillé, peut-être avec vous, professeur de chant, mais en tout cas avec moi en orthophonie ou avec d'autres orthophonistes, hein, quand on a déjà travaillé sur l'ouverture de la mâchoire, sur l'espace de la bouche, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec sa langue, où on la met, qu'est-ce qu'on fait avec son palais, c'est plus facile, hein, même pour un enfant. Et puis, on peut faire des petits essais. Si c'est en endoscopie rigide, on peut faire des petits essais. Moi, j'ai déjà préparé des gens comme ça. On met une paille et on montre comment on fait avec une paille. Oui, d'accord? Ok. Mm. Mais ça se fait, hein, ça se fait. C'est pas... Mais Si c'est à Paris, par exemple, il y a à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph, il y a Franck Marmouzet qui est à moitié à Tours et à moitié à, à Paris, à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph, donc il fait ça très bien. Il fait ça très très bien. Oui, moi je suis à Brest en fait. Ah, vous êtes à Brest. Alors à Brest, je me souviens plus, Il mais y je sais a, qu'il y a... il y a quelqu'un à l'hôpital de Brest Oui, qui est spécialisé oui, oui, et oui, oui, je sais qu'il y a quelqu'un à Brest. Oui. comment il s'appelle Vous pourriez Gauvrin. répéter le nom de... Alors à Paris, c'est Franck Marmouzet. D'accord. Marmouzet. Pour les enfants. Vraiment pour les non, adultes. non, non, pour tout le monde, oui. Ouais, Ah, pour tout pas le tout. monde. Ouais. C'est assez difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça devient très difficile d'avoir des rendez-vous chez ces spécialistes, hein. Il y a des longues attentes, hein. Hmm. C'est pas simple, simple, simple. Ouais. Parce il y a toute une génération de phoniatres qui a pris sa retraite et il y a une relève, mais beaucoup d'entre vous probablement connaissez Elisabeth Fresnel. Elle s'est Oui. arrêtée il y a plusieurs années. Euh, Il y avait Diane Lazare qui était à l'Institut Verne, qui est maintenant dans le sud, là, qui est à Monaco. Mais attends, Aline, excuse-moi, elle est remplacée, Diane, hein. Elle est Oui, remplacée par par Madame Cosson. Cosseron, par Sarah Oui, Cosseron. par Mais Sarah Cosson. Sarah Cosseron n'est pas phoniatre Non. et elle commence à se former. Tu vois, donc elle n'a pas encore voilà. Petite Je question, crois ouais. puisqu'on peut pas avoir facilement des médecins à l'oreille, est-ce que vous arrivez à faire un peu un pseudo-diagnostic en fonction, savoir si c'est des nodules, si c'est un manque de tonus, si c'est... Mais on peut voir comme vous le faites aussi, c'est-à-dire Mm, s'il y a une situation de forçage, mm, ou si on voit qu'il y a un geste qui n'est pas harmonieux, ça, bien sûr qu'on va le voir et on va pouvoir détailler ce qui fonctionne pas. mm. Mais après, pour savoir exactement ce qu'il y a sur les cordes vocales, non, on peut Évidemment, pas. c'est pas possible. On peut pas. Il y a des examens qui peuvent se faire au miroir que certaines d'entre nous savent faire, mais ça vaut pas grand-chose. Non. Ça vaut pas grand-chose. Voilà. Donc, non, non, il faut un examen. Quand il y a, surtout quand ce sont des professionnels. Surtout qui se destinent à être professionnels ou qui sont dans des cursus supérieurs. Voilà, dans les maîtrises, très souvent, on demandait un examen annuel, hein. Je sais ça, hein. Il y a des endroits où ça se fait. Oui, J'ai ben nous, on en demandait, mais on ne le fait plus parce qu'ils ne trouvent pas de rendez-vous. Bah, c'est ça, ouais, je sais. Ouais. Hmm. j'ai une bonne amie qui était une élève au Québec quand j'étais au Québec, qui a une ménopause très précoce, dans la Hum. trentaine, et qui a une voix qui tombe, elle perd son tonus et sa voix devient de plus en plus grave. Alors, j'ai essayé de lui faire des exercices d'Iva Barthélémy en travaillant avec pour renforcer les muscles avec un tirage de langue et tout ça. Mais je ne sais pas s'il y a au Canada, s'il y a aussi, si vous connaissez Feldenkrais là-bas ou... Ah oui, il y a des praticiens Feldenkrais au Canada. Ok. Alors, la ménopause précoce, c'est particulier et on rejoint un tout petit peu, alors, il y a un changement d'état de la muqueuse, hein. Mm. On rejoint un peu la problématique de la presbyphonie, enfin, en tout cas de la voix vieillissante, pour laquelle il y a vraiment une inégalité, parce qu'on n'est pas tous égaux. Mm. Et, et ça se conjugue souvent à une moins grande utilisation de la voix. Ouais. Donc, il y a une première chose, c'est de continuer à utiliser sa voix, Mm. de chanter, même si c'est pas très facile, c'est intéressant de le faire. Et évidemment, d'essayer de remonter un tout petit peu en fréquence, mais on n'essaye jamais, on force pas, hein. Et oui, il y a quelqu'un qui met le nom de Marie Mailly, bien sûr,
Mais bonne chance pour le rendez-vous, hein. Actuellement, c'est 1 an de délai. Et puis, même pour les personnes qu'elle a déjà dans sa patientèle et qui doivent être opérées, elle devient tellement connue. Elle est super, hein, mais voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. Après, les traitements substitutifs peuvent aider. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais il y a quand même les traitements hormonaux substitutifs aident parce que sur le plan articulaire, musculaire et sur le plan aussi osseux, ça aide. Donc, ça peut compenser un peu les choses. Mais peut-être que, voilà, après, ce que je vous propose, j'ai quand même un œil Ah, sur la pendule, là. Si vous êtes tous d'accord, j'avais envie de vous proposer donc une petite séquence. Oui, il y a aussi Lise Crevier qui est encore à l'hôpital Foch, je confirme, mais si, on forme encore des phoniatres. Si, on en forme. Si. Le remplaçant du docteur Omezano, c'est Marie Mailly. Mais Faites au pardon, fur et à mesure euh, du chat. la compétence n'est plus enseignée en 3 ans comme autrefois. Oui, c'est ça, ça a un peu changé. Mais il y a. Oui, mais c'est Oui, un gros changement parce qu'il n'y a plus que les ORL qui ont droit à cette formation, oui, alors qu'autrefois, on pouvait être généraliste et donc ça freine beaucoup de gens. C'est la réforme des études médicales qui en est responsable, oui. hein. Mais par contre, il y a très peu de médecins généralistes qui ont eu accès à cette formation, hein. Eh ben oui, parce qu'ils n'y ont pas accès Non, puisqu'ils non, n'ont mais dans pas. le passé, dans le passé. Moi, Ah j'en ai ben, connu moi, je beaucoup. l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, J'ai pas eu de problème. Je suis phoniatre et je ah, suis d'accord, professeure de chant parce d'accord. que j'ai choisi de faire du chant, mais j'ai Oui, fait oui, une oui, thèse oui, sur la d'accord. physiopathologie de la voix chantée, Oui, mais oui, c'était oui. en 83, en Oui, 1900. c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais il y a encore des. C'est vrai, vous avez raison, la formation, elle est beaucoup plus. Enfin, vous savez bien mieux que moi, hein, la formation est beaucoup plus courte. Mais Oui, bon, en tout cas, il y a quand même une différence avec les ORL. C'est le sens de tout à mon. fait. Tout à fait. Il y a vraiment une différence. Ouais. Ah bah oui, on regrette bien. Bah, Bruno Coulombeau, qui est votre collègue Oui, et que je connais bien. que vous devez bien connaître, il était médecin généraliste. Ouais. Oui, Ouais, oui. voilà. Alors, si vous êtes d'accord, donc je vous propose une petite séquence autour de la respiration. Ce qu'il vous faut simplement, donc là, il faudrait que tous les micros soient coupés pour que vous n'ayez pas d'intérêt. C'est le cas, hein, je crois. Mais comme j'ai pas tout le monde, moi, sur mon écran. Et donc, vous allez simplement bien vous adosser. Ce serait bien que vous ayez un dossier, que vous soyez assis tout au fond de votre chaise et que vous ayez un bon dossier. Et de préférence, les 2 pieds posés sur le sol. Si c'est pas possible là où vous êtes, c'est pas grave, on va faire avec. Et puis, si vous avez des lunettes, oh ben non, vous pouvez les garder, vous les posez, sinon vous les gardez. Si c'est Voilà. Et je vais vous demander de fermer les yeux. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne vois pas tout le monde. Je ne suis pas en train de vous scruter. Et vous allez simplement, une fois vos yeux fermés, je le fais en fait en même temps que vous, hein, vous allez juste prendre conscience de vos appuis, de l'appui que vous sentez de votre dos par rapport au dossier, dans sa hauteur, dans sa largeur. Peut-être tout de suite vous demander si vous sentez des différences d'appui lorsque vous respirez. Et puis maintenant, vous allez prendre conscience de l'appui de votre bassin sur l'assise où vous êtes. Je vois une personne qui a des coussins, un coussin, essayez de ne pas avoir la tête en arrière. Essayez d'avoir votre tête qui soit à la verticale au-dessus de la colonne et du bassin, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'appui-tête. Et puis donc, vous avez conscience de votre bassin, de sa largeur d'appui, de sa profondeur d'appui. Et sentez aussi l'appui de vos 2 pieds, de vos 2 plantes de pied sur le sol. Et observez maintenant la respiration telle qu'elle se fait pour vous maintenant. Déjà, première chose, est-ce qu'elle est nasale ou est-ce qu'elle est buccale par intermittence ou buccale tout le temps? En principe, hein, sauf si on est malade, mais quand on est professionnel de la voix, on se met tout de suite en respiration nasale. Et observez comment
vous ressentez l'espace à l'intérieur du nez. Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est un petit peu étroit? Est-ce qu'il est entre deux? Venez repérer l'espace dans votre bouche, la place de la langue. Est-ce que la langue occupe tout l'espace de la bouche? Est-ce qu'elle laisse de la place? L'espace que vous ressentez dans le pharynx et dans le larynx. Vous pouvez arriver à différencier les deux éventuellement. Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est un petit peu resserré? Est-ce que vous ne savez pas? Ça peut être aussi une indication. Et puis observez où la respiration amène du mouvement dans votre corps. Qu'est-ce qui bouge quand vous respirez? À l'avant de vous? En haut, en bas? Est-ce qu'il y a des mouvements sur les côtés? Est-ce qu'il y a des mouvements dans le dos? Et alors maintenant, vous allez venir vous allez placer le majeur de la main droite sur la narine droite, à peu près juste en dessous de la partie osseuse de votre nez, c'est-à-dire pas tout en bas de la narine pour pas dévier la cloison nasale. Donc, vous vous mettez à la limite de la partie osseuse. Et de cette manière, vous bouchez donc la narine droite. Si jamais c'est un peu inconfortable, vous n'hésitez pas, vous laissez passer un peu d'air côté droit. Essayez de mettre le majeur plutôt qu'un autre doigt, ça vous permettra d'avoir la main plus longue et de relâcher mieux votre épaule. Essayez justement de bien caler votre coude contre le bras, contre la poitrine. Et sentez comment vous respirez quand vous êtes que d'un côté. Et vous allez focaliser votre attention sur le pourtour de la narine gauche. Et à chaque arrivée d'air, vous allez juste la laisser se dilater un peu plus, s'arrondir. Et sur l'expiration, vous laissez revenir. Et de ce pourtour de la narine, vous visualisez maintenant tout l'intérieur de votre narine gauche, son volume, jusque tout près de l'œil. Hein, la narine remonte très haut. Et à chaque arrivée d'air, les parois vont s'écarter. Très haut dans la narine, tout près de la commissure de l'œil gauche. C'est aussi un peu comme si vous veniez baigner d'inspiration la pommette gauche. Visualisez maintenant l'intérieur de la bouche, entre le palais, voile du palais, et la langue à gauche, et les dents à gauche. Et à chaque arrivée d'air, ces espaces vont s'écarter un peu à gauche. Un peu comme si vous étiez en train de bâiller bouche fermée. Donc ce serait mieux d'avoir les lèvres jointes à ce moment-là. Les lèvres jointes, ça permet aussi d'avoir un autre positionnement pour votre langue. Et puis on se transporte vers le pharynx et le larynx directement jusqu'à la corde vocale gauche. Hein, c'est un grand tuyau, comme une sorte de grand tuyau très flexible qui va aussi s'écarter à chaque arrivée d'air, et la corde vocale gauche qui va aller s'ouvrir un petit peu plus qu'à l'habitude. Et sur l'expiration, vous laissez revenir.
Puis vous allez placer gardez bien la main droite sur la narine droite. On garde les yeux fermés, la narine droite bouchée ou à moitié bouchée. Et vous mettez votre main gauche sur le bas du ventre à gauche, avec le petit doigt sur le pli de l'aine. Prenez soin aussi de laisser aller votre épaule gauche. Et vous allez maintenant relier cette arrivée d'air dans la narine gauche avec tout votre côté gauche. Vous allez comme tapisser d'air tout l'avant de votre corps, entre la narine, sous les côtes, la gorge à gauche, sous les côtes, devant à gauche, les hautes côtes, moyennes côtes, basses côtes, le haut du ventre jusqu'au bas du ventre. Comme si vous vouliez colorer d'air tout l'avant de vous. Et vous allez procéder de la même manière sur le côté, entre votre aisselle gauche et la hanche gauche, l'ischion gauche. Vous passez par les côtes, sous le bras, les moyennes côtes, les basses côtes, la taille, l'intérieur du bassin à gauche, jusqu'à l'ischion. Et puis maintenant à l'arrière, vous venez faire glisser ce flux d'inspiration sous l'omoplate, sous les côtes à gauche, jusqu'aux basses côtes, jusqu'à la taille à l'arrière, jusqu'à l'intérieur du bassin, jusqu'à la fesse gauche. On est la narine droite bouchée, toujours. Et vous visualisez maintenant tout le volume de votre côté gauche, de la narine jusqu'à l'ischion gauche. Tout ce volume qui est investi par la respiration. Il est possible que vous sentiez comme une petite poussée vers l'ischion ou vers le fond du bassin, vers le plancher pelvien à gauche, en fin d'inspire. Et vous pourriez même imaginer que ce flux d'inspire se propage jusque dans la jambe, jusqu'au pied, comme une énergie, comme un flux d'énergie. Voilà, gardez bien vos yeux fermés encore un instant, relâchez vos bras et juste observez comment vous ressentez l'un d'un côté et l'autre. Jouez le jeu, essayez de garder vos yeux fermés. Vous voyez si vous sentez symétrique, pas symétrique, si vous respirez de la même manière des deux côtés, une toute petite information qui peut remonter de votre corps. Et alors, on va peut-être pas rester comme ça. Venez maintenant boucher la narine gauche. Mettez toujours le majeur de préférence ou l'index sur la narine gauche. Et vous allez voir, de ce côté-là, ça va beaucoup plus vite puisque on peut tout à fait transposer. Le cerveau va transposer beaucoup plus vite de l'autre côté. Donc, vous visualisez tout de suite la narine droite. D'ailleurs, vous voyez comment vous respirez par cette narine droite. Plus facile, moins facile. Et puis, vous sentez l'intérieur de la narine, l'intérieur de la bouche, l'intérieur de la gorge, et vers l'oreille aussi, puisque ça communique par la trompe d'Eustache. Et à chaque arrivée d'air, c'est un peu comme si vous étiez en train de bâiller bouche fermée. Tout ça, c'est le conduit vocal en réalité. Conduit respiratoire et conduit vocal. La corde vocale droite s'ouvre très grande vers l'extérieur. Et puis, vous venez placer votre main droite sur le bas du ventre à droite et vous allez tout de suite envisager tout le volume de votre buste à droite et venir
mettre, là je vous propose une autre image, tout à l'heure c'était coloré, maintenant ça pourrait être comme des fines bulles de champagne, de bon champagne, qui vont venir tapisser tout l'intérieur du volume de votre cage thoracique à droite, à l'avant, sur le côté, à l'arrière, en haut, au milieu, en bas, et puis tout le volume de l'abdomen, jusqu'au fond, jusqu'au plancher pelvien. Et vous allez pouvoir relâcher vos bras, gardez vos yeux fermés encore un tout petit instant, et vous observez simplement comment vous ressentez. Relâchez vos bras, comment vous vous sentez respirer après cette expérience. Où est-ce que ça se diffuse? L'état de présence à vous-même que vous pouvez ressentir. Et observez aussi l'espace que vous notez dans votre nez, dans votre bouche, la place de la langue, l'espace entre les dents, l'espace dans la gorge, dans le pharynx, dans le larynx. Et nous voilà arrivés au bout de l'expérience. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et on a encore un petit peu de temps pour... Je vous laisse atterrir peut-être. On a encore un petit peu de temps si vous avez envie de réagir ou de poser des questions par rapport à ce qu'on a fait. Alors juste vous dire que je ne sais pas si on vous l'a déjà transmis sur Internet, mais on peut se référer, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, au film d'animation de Roger Fiametti, hein, La respiration totale, qui rend assez bien compte de ce qui se passe, hein, et de tout ce phénomène qui implique tout le corps quand on respire. Donc je pense que ça a été peut-être diffusé ou ça va l'être par Régine. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous avez envie de questions? Est-ce que vous avez senti des différences entre vos deux côtés, quand on était entre les deux côtés? Ouais. Et alors, ça serait bien de remettre les micros, peut-être. Je ne sais pas. Alors moi, je vais témoigner, Aline, parce que j'ai fait ça. J'ai moi-même fait ça. J'ai animé plusieurs groupes en faisant cet exercice-là. Ouais. Et ensuite, la voix, enfin, disons que le volume, enfin, c'est pas le volume, enfin, c'est la qualité sonore du groupe est absolument transfigurée. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Je l'ai fait en collectif. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Mhm. Mais peut-être vous allez entendre, je ne l'ai pas fait vraiment tout aussi bien que vous, mais puisque j'étais quand même préoccupée, enfin, ouais, j'étais focalisée aussi sur vous, mais je l'ai fait aussi un peu. Je pense que peut-être vous entendez aussi, même au travers des réseaux, que ma voix est un tout petit peu plus différente. Je pense qu'elle est un petit peu plus ronde, un peu plus posée, peut-être un petit peu plus haute aussi, je ne sais pas. Ouais. Moi, j'ai trouvé intéressant de découvrir que je respire mieux par une narine que par rapport à l'autre. Ouais. Est-ce que ça, c'est fréquent? Est-ce que c'est parce que la cloison nasale est un peu déviée, comme on dit, ou est-ce que... Ben, ça, non, oui, alors les histoires de cloison nasale déviée, c'est assez courant, mais on a tous une dissymétrie, hein, Ouais, tous. oui. Et on peut tous redévelopper un Mm, peu plus. Alors, il y a souvent des côtés à stimuler un petit peu plus. mm. Et ça va très souvent aussi avec ce qui se passe au niveau du larynx et au niveau des cordes vocales aussi. Oui. Oui, Et, puis par rapport à ça, donc je viens de lire le livre de Catherine Thibault sur la langue ah oui, oui, et elle insiste beaucoup dans son livre sur la position de repos de la langue bien sûr. qui doit être au palais en fait. Hein. Donc c'est le premier tiers de la langue, c'est ça, qui doit être au palais. Enfin, moi, je dis pas tout à fait ça. Moi, je dis juste la pointe, mais ça, on aura La l'occasion d'en reparler. pointe. Oui, Elle parce dit la que, pointe et les bords oui, un petit peu. oui, hein, elle a une position, si je me mets de profil comme ça, juste derrière, donc apicale, là.
Mhm. sur la petite bosse qui est derrière les dents du haut. Et en fait, l'arrière de la langue doit être relâché. D'accord, Si on maintient une tension, on va tout le temps rester sous tension. Et on va garder, et ça, j'aurais eu l'occasion de vous en parler plus longuement à Montreuil, euh, on va garder une position un petit peu haute du larynx. Donc, laissons-le se reposer. oui, Voilà. d'accord. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile de comprendre par rapport à un livre comme, Oui, ah bah oui. mais là, cet exercice, vous le faites avec la langue au repos au palais ou plutôt, Alors, non, puisque vous avez vu qu'après, j'ai donné des indications en disant on met de la place entre la langue et le palais. Donc, d'accord, on peut tout à fait laisser aller la langue sur le plancher de la bouche. d'accord, Ouais. Mais en tout cas, on peut aussi le faire en ayant la pointe au palais, mais en remettant de la place entre l'arrière du palais dur, le palais mou et l'arrière de la langue. Mais sans forcer. oui, bah oui, Ouais. Hein, trop, c'est toujours trop. oui, 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 Oui. merci. Je me permets de partager une expérience personnelle par rapport à la langue. Euh, J'avais entendu effectivement qu'il fallait que ce soit l'apex, voilà, le bout de la langue qui touche là-haut, sauf que moi, ça m'a bloqué parce que je ne mettais que le bout de la langue et pas la suite de la partie. Donc j'avais un peu le larynx qui était quand même un peu bas par rapport à cette langue. Et ce qui m'a aidé, c'était une ostéo qui m'avait dit, oui, bon, bah, c'est pas grave, mets pas la pointe pour l'instant. Et j'avais réussi à poser bah, juste après la pointe, bah, le dôme de la langue au palais, et ça m'a pris quelques semaines après pour réussir à poser l'apex aussi, sans avoir, justement, sans bloquer, comme vous disiez, sans bloquer le larynx, Mhm. hein, parce que j'arrivais à Non, non, avoir mais ça se fait au pas comme palais ça, et le hein. larynx super bas. Ouais, mais du coup, voilà, moi, c'est juste pour partager ça. Le bout de Mm. langue, ça m'a pas beaucoup aidé. J'ai dû passer par le milieu de la langue pour Oui, ensuite oui, pouvoir ça peut donner. prendre un moment. Ça peut prendre un moment. Parce que en particulier, le réflexe de succion, il est très très fort et on a des petits restes. Donc, et on y revient très fréquemment parce que c'est sécurisant. Tout ça, c'est aussi lié à notre histoire. Donc, oui, oui, non, ça se fait pas forcément comme ça, d'un claquement de doigts. Mm. Mais on peut l'apprivoiser petit à petit, trouver du confort. On cherche aussi du confort, effectivement, ça c'est important. Mm. Une autre question? Pour moi qui habite près de la Belgique, est-ce que la formation des logopèdes est très différente de la France ou en Belgique? Euh, oui, c'est assez différent. D'abord, il y a encore une formation en 3 ans, en licence, et il y a aussi des formations en master. Et après, ça dépend où les personnes sont formées. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Liège, il y a une très grande école d'ORL et de phoniatrie. Il y a vraiment toute une équipe qui est superbe. À Bruxelles aussi, donc forcément, ça a des effets sur la formation parce que ces gens-là interviennent dans la formation initiale. Donc, D'accord. voilà. Tout dépend toujours, vous voyez, avec qui ça s'est passé, ou quand, comment. Hmm. Ok. Ouais. Est-ce Mais que ça... ils ont, Pardon. pardon, je voulais juste rajouter, par rapport à la France, ils ont quand même un socle autour de la psychologie et de la pédagogie qui est plus important que celui qu'on a en France. D'accord. L'orientation en France actuellement, en tout cas, elle est très neuropsy et très cognitiviste. Hmm. Voilà. Et- D'accord, merci. Est-ce que cette recherche de la position de la langue, par exemple, serait tout simplement une recherche de détente de l'ensemble, quoi. Essayer de détendre la langue, tout simplement, et c'est là, la bonne position, c'est là où on sent qu'il n'y a plus de Oui, mais tension. alors attendez, détendre la langue, c'est une chose, mais après, quand Oui, on parle ou quand on chante, elle est active. bien Alors, sûr, en fait, justement. c'est la Mhm. détente en tant que telle, ça, oui, quand on était en train de respirer, oui. Hein, et de retourner à un neutre quand on arrête de parler et de chanter. Voilà. Mais après, quand il s'agit de parler ou de chanter, il s'agit que chaque organe, chaque fonction soit libre l'un par rapport à l'autre pour que Oui. les mouvements soient plus fluides, plus... Ah, j'ai un rayon de soleil qui arrive derrière, là. Ça va, vous allez marcher Oui, comme oui, c'est bon. illuminé. Euh, oui, voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'après, et c'est même chaque partie de la langue qui doit être fonctionnelle par rapport à l'autre. Et il y en a. Sûr. Oui, Oui. oui. Mais est-ce que, enfin, ce que je voulais dire, si vous voulez, Oui. est-ce que le retour au repos
détendu n'est pas, c'est pas ça la recherche aussi qu'on doit faire pour retrouver une dynamique bien, enfin, Oui, oui, moi, solide, c'est-à-dire qu'il ne soit pas, qui reparte pas avec de la tension, quoi. c'est Enfin, ça. c'est un petit peu comme, comme pour pour toute la respiration, on essaie de retrouver de la détente dès qu'on peut. Enfin, euh, Oui, mais euh, c'est-à-dire que c'est plutôt engagement, désengagement d'un geste. oui, c'est ça. Hein, de la même manière qu'on peut le dire déjà Oui. sur les cordes vocales. Vos cordes vocales, elles s'engagent, elles vont venir s'accoler. Et au moment où on inspire, où il y a l'accueil de l'air, hop, ça se Mm. désengage. Et il faut que ça se désengage pleinement. Oui. Vous voyez, c'est la même chose pour chaque organe, chaque fonction, enfin, qui est utile pour la voix. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Oui, 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 oui. Et j'avais une autre question aussi sur le côté à droite, à gauche. Est-ce que il n'y a pas un lien entre mieux respirer du côté droit parce qu'on est droitier, par Non, exemple? Non, non, ça du tout. non, Par contre, non. non. C'est vraiment lié. Non, Alors, c'est c'est vrai. c'est pas lié à la dominance latérale, Oui, le côté plus fonctionnel que l'autre, c'est pas du tout ça. En revanche, c'est très homogène souvent, et même souvent, on a pu constater, il y a jamais eu de recherche là-dessus, hein, il n'y a pas eu de publication là-dessus, mais moi, cliniquement, j'ai pu le constater. S'il y a un nodule plus gros d'un côté ou un polype, c'est toujours du côté qui est moins fonctionnel. C'est toujours du côté où la mâchoire est plus serrée, c'est toujours du côté où la hanche va être plus figée, ou une épaule. Ouais, c'était mais imparable. Ou même les appuis au sol pour une personne qui est allongée, c'est incroyable. Ça fonctionne vraiment en chaîne. Donc il y d'accord. a un côté où il peut y avoir, on va dire, moins fonctionnel et donc plus de forçage et plus de. Oui, ouais. Mais ça peut se cultiver, bien sûr, ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Et Et puis et alors on commence toujours, il y a un principe absolu en Feldenkrais, c'est qu'on commence toujours par ce qui va bien, et du côté qui va bien, justement, si on oui, fait travailler plus. Et après, on transpose. Là, je ne vous ai pas laissé le choix. Mais quand je travaille en individuel, je dis à la personne, bouchez la narine du côté que vous voulez. Et moi, je suis après. Vous voyez? On le fait toujours dans ce sens-là. Et quand on est en collectif, on est bien obligé de faire un choix. Voilà. d'accord. Merci. Alors, à moins qu'il y ait encore une question brûlante, ça va être l'heure de nous quitter. C'est bon? Il n'y a plus de questions brûlantes? Si? Donc, c'est pas François? Si, c'est François? Non. Non. Par contre, on vous entend pas très fort. C'est le micro. Attendez, je remets le micro. Voilà, vous m'entendez Oui, on là? vous entend bien. Oui. Oui. Donc, vous n'êtes Moi, pas François, vous êtes? je suis Jocelyne Scragen. D'accord. Voilà. C'est mon mari qui a Oui, 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 sauvé. je me doute. Voilà, voilà. Moi, j'ai remarqué pendant l'exercice que mon oreille gauche s'était bouchée. Ah, Et boucher. D'accord. ouais, pendant qu'on faisait à gauche. Et je me suis demandé, moi, je travaille beaucoup avec Tomatis aussi, l'oreille qui Ouais. dirige, l'oreille gauche, Hmm. l'oreille droite, l'oreille gauche. Donc, dans ces exercices-là, est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de l'écoute aussi? Voilà. Bien sûr, puisque quand vous mettez de l'espace dans le conduit vocal et respiratoire, vous agissez aussi sur la trompe d'Eustache. Alors, quand on agit sur la trompe d'Eustache, quelquefois, on a la sensation qu'au contraire, ça s'ouvre et que l'écoute va être plutôt meilleure et plus claire. Mais quelquefois, on a la sensation que ça se bouche un peu. Mais en Mm. général, après, ça passe. Oui, oui. Voilà. Mais bien sûr, c'est très important. Et même pour les histoires d'acouphènes, et moi, le nombre de gens que j'ai vus venir avec des acouphènes, ça devient presque des nouvelles pathologies, ça, Ouais. avec les serrages des mâchoires. Mm. Alors, un très grand merci à Aline. Hein, c'était très intéressant et je crois que tout le monde partage ce constat. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Aline de nouveau lors de nos journées pédagogiques à Montreuil. J'espère que vous y serez toutes parce que pour l'instant, je crois que nous sommes. Ah non, il y a Pierre qui est arrivé. Ouais. Je vous rappelle que pour vous inscrire aux journées pédagogiques, vous avez jusqu'à demain pour bénéficier du tarif préférentiel. Donc, ne tardez pas si vous souhaitez venir. Et au niveau des webinaires, il n'y en aura pas au mois d'octobre parce que nous sommes très occupés à préparer justement les journées pédagogiques.
Et en novembre, il y aura un webinaire sur la pédagogie de projet. On va avoir le témoignage de trois conservatoires différents sur les projets qu'ils ont montés récemment avec différents types d'élèves. Et évidemment, vous serez aussi invité à témoigner si vous avez des choses à partager sur cet aspect-là. Voilà, donc un très grand merci encore, Aline. Et donc, je vous laisse vous déconnecter parce que nous enchaînons avec une petite réunion D'accord. du CA. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir, merci À beaucoup. Au bientôt. Bonsoir. revoir. Au revoir. Beaucoup, au revoir.